Bienvenue sur le podcast Aécriture. Je suis Isa, créatrice du compte Instagram Aécriture et du site internet aécriture.fr, plateforme d'accompagnement en écriture. Dans ces épisodes, on se parle méthode d'écriture, quotidien d'auteur, blocage et réussite. Mon but ? Vous rassurer, vous donner mes tips et vous booster à finir votre roman. Alors, si comme moi, vous êtes passionné d'écriture, installez-vous et on est parti. Hello ! Bienvenue sur le podcast Aécriture. On se retrouve aujourd'hui, comme chaque mercredi depuis maintenant 16 épisodes. Wow. J'espère que vous allez bien, que vous aimez toujours autant mon contenu et que c'est avec le même plaisir que moi que vous vous lancez dans l'écoute de ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on aborde un sujet complexe qui m'a été demandé sur Insta, donc j'espère que Noémie, par exemple, cet épisode t'apportera des réponses concernant le world building. Parce que oui, c'est de ça qu'on va se parler maintenant, le world building ou la construction d'univers. Bien sûr, ce sujet concerne surtout ceux ou celles qui écrivent de la littérature de l'imaginaire, mais il n'est pas inintéressant pour les écrivains de monde réel de s'en inspirer. Car pour bien dépeindre un monde, il faut un peu comprendre son histoire, les raisons qui l'ont poussé à se construire d'une manière et pas d'une autre, l'impact des religions, du climat, bref, tout un tas de trucs qui finalement existent aussi sur notre belle planète. Petit disclaimer cependant, si le world building est une étape fondamentale pour la littérature de l'imaginaire, sachez que c'est surtout un travail de recherche qui vous concerne, vous, l'auteur. Votre lecteur n'a pas besoin d'un exposé sur la manière dont vous avez fait évoluer votre monde durant 5000 ans. Vous pouvez mettre des faits qui n'ont pas vraiment d'incidence sur votre intrigue pour enrichir votre univers, mais arrêtez-vous au strict minimum. Ce qui intéresse vos lecteurs, c'est de sentir vivre ce monde, pas de se taper un cours d'histoire géopolitique d'un univers qui n'existe pas. En gros, vous n'utiliserez sans doute que 20 à 30% de vos recherches, mais pour que votre intrigue fonctionne, il faut que les bases soient béton. Alors maintenant qu'on est clair là-dessus, on peut y aller. Comment construit-on son univers ? Si vous vous êtes déjà essayé à la chose, vous le savez. C'est un puits sans fond, tant il y a à penser et tant il est exaltant d'imaginer et de creuser son propre univers. On s'y perd très vite et on en vient à réfléchir à des trucs qui n'ont finalement aucune importance au détriment de choses nécessaires. Ce qui fait que parfois notre univers semble superficiel, brinque-ballant, alors qu'on y a passé des heures. Ou, au contraire, on accouche d'un texte bien trop riche avec des descriptions soporifiques et qui n'influencent jamais l'histoire. Si vous vous reconnaissez là-dedans, restez avec moi et peut-être trouverez-vous sur quoi il faut resserrer votre réflexion. Donc, ne tardons plus et entrons dans le vif du sujet. Pour un bon world building, je dirais qu'il y a 5 étapes clés sur lesquelles travailler, de préférence dans cet ordre. 1. Définir les règles et la logique de l'univers. 2. Créer un contexte historique, religieux et géopolitique. 3. Développer les environnements physiques. 4. Élaborer les systèmes sociaux et culturels. 5. Relier le monde à l'intrigue et aux personnages. Waouh, sacré programme! Maintenant, voyons chacune de ces 5 étapes un peu plus précisément. Étape 1. Définir les règles et la logique de l'univers. Alors, de quelles règles se parle-t-on ? Eh bien, tout simplement des lois fondamentales qui régissent votre monde. Cela inclut les lois de la nature, les lois de la physique, la technologie, la magie, s'il y en a, et aussi, si vous souhaitez commencer à établir les règles socio-culturelles de votre humanité ou de votre peuple, vous pouvez dresser une rapide ébauche dès maintenant. Mais d'abord, faites vraiment le tri entre ce qui se rapproche de notre monde et ce qui s'en distingue. Pourquoi, comment c'est possible, etc. C'est très important car ça vous permettra de savoir ce qu'il faut expliquer au lecteur et ce qui n'a pas besoin de l'être. Ça va vous permettre également d'éviter les incohérences bizarres qui sortiraient votre lecteur du récit. Pour cela, vous pouvez vous demander:
Est-ce que votre univers est régi par les saisons, comme sur Terre ? Est-ce qu'il y a la même gravité ? Est-ce qu'il existe plusieurs continents ou plusieurs planètes, si vous écrivez de la science-fiction ? Quelles technologies sont disponibles ? Quels en sont les impacts ? Et si la magie existe, quelles en sont les limites ? Qui peut l'utiliser et à quel coût ? Vous imaginez bien qu'il existe d'autres questions à se poser, car chaque réponse va en induire une autre, mais j'aimerais me concentrer sur le traitement de la magie. Beaucoup de jeunes auteurs, influencés par une multitude d'œuvres qui ne semblent pas s'en préoccuper, font état d'une magie presque illimitée. Mais attention, sembler ne pas s'en préoccuper ne veut pas dire qu'il n'y a pas réellement de règles. Par exemple, les fées et les elfes sont considérés comme eux-mêmes magiques et donc n'ont pas de restrictions pour la magie a priori. Ok, mais se parle-t-on réellement de n'importe quelle magie ? Et il n'y a aucun problème à pouvoir faire des farces, utiliser une magie mineure n'importe quand. Mais la magie, disons, majeure, celle qui va aider le héros dans sa quête et lui permettre de résoudre un problème, de sauver le monde, etc., doit faire l'objet d'un troc, d'un prix à payer, à minima d'une condition. Sinon, votre héros n'a tout simplement pas besoin d'effectuer sa quête et de changer. Il a juste à claquer un sort et basta. Sauf que pas de transformation du héros, ça signifie pas d'histoire intéressante. Donc, narrativement parlant, il est toujours plus intéressant de donner à la magie une notion de coût. Gardez bien ça en tête. La magie nécessite généralement un dû, que ce soit des points de mana comme dans un jeu vidéo, l'utilisation de potions qui finissent par ne plus faire effet, ou d'un retrait d'une partie de la vie de l'utilisateur, d'un contrat avec une entité maléfique. Bref, le nombre de possibilités est infini. Et c'est à vous de choisir ce qui convient le mieux à votre histoire. Mais pensez-y. Parce que j'ai déjà entendu le truc, mais l'alchimie demande un principe d'échange équivalent. Donc la magie n'a pas besoin d'avoir un coût, sinon ce serait de l'alchimie. Alors je comprends le raisonnement, mais penser ça ne vous mènera nulle part. Déjà parce que c'est discutable, l'alchimie s'appuie sur le principe de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc dans l'alchimie, on a besoin de choses palpables à échanger, et il y a aussi tout un tas d'autres règles à suivre qui ne s'appliquent pas à la magie. Mais je digresse, pardon. Toujours est-il que c'est discutable, et je vous laisserai en débattre entre vous, mais pour une narration forte, vous avez besoin de donner une conséquence à l'utilisation de la magie. Donc, en résumé, créer des règles cohérentes aide à maintenir la crédibilité de l'univers et donne des repères solides aux personnages et aux lecteurs. Du coup, quand vous avez bien pensé aux lois qui dirigent votre univers, vous pouvez passer au second point. Étape 2, créer un contexte historique, religieux et géopolitique. Alors, gros morceau ici. Un univers riche repose sur un passé bien pensé. On a déjà vu l'importance des lois naturelles, mais maintenant on passe à celle des hommes. Si dans votre histoire on ne fait jamais référence aux territoires voisins ou aux conséquences des guerres, passez rapidement sur le sujet. Pas besoin d'avoir l'historique de votre continent sur des générations si finalement vous ne l'utilisez pas. Brossez seulement les grandes dates d'évolution de votre monde et son passé récent qui pourraient avoir un impact sur l'histoire ou les personnages. Pour tous les autres, amusez-vous. Plongez dans l'histoire, ces grands événements, les guerres qui ont chamboulé les pouvoirs en place, tout ce qui a pu influencer le cours des choses pour avoir la société qui peuple votre monde actuellement. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de détails dans tous les sens, mais de vous questionner sur la manière dont vit votre civilisation et d'où elle vient. Et pour ça, vous devez considérer 3 angles. L'histoire civilisationnelle, avec le développement technologique, culturel, de la langue, etc. La géopolitique, avec les grandes guerres, les nations ennemies, les alliances, le commerce, les échanges, etc. Enfin, la religion, son importance, sa cosmogonie, son étendue, les lois, les règles qui la composent, les rites qui rythment la vie. Alors, généralement, on voit, chez les auteurs débutants, ou pas d'ailleurs,
un certain déséquilibre dans l'étude apportée à ces 3 angles. Souvent, soit la religion est unilatérale, c'est le seul truc auquel ils ont pensé, sans chercher à savoir ce que ça chamboulait sur les 2 autres angles, soit ils la délaissent complètement, même si elle existe, et se concentrent uniquement sur l'histoire et la géopolitique. Sauf que n'oublions pas que l'histoire d'un monde se fait souvent à travers sa religion. L'organisation de son année, outre le climat, est influencée par les fêtes dédiées aux dieux. La semaine est rythmée par la création. Les guerres sont influencées par les croisades ou l'asservissement des non-croyants. L'art, l'architecture, la danse sont souvent liés à des aspects de la vie religieuse avant de s'ouvrir au reste de la société. C'est vrai pour les sociétés judéo-chrétiennes, musulmanes, shintoïstes, bouddhistes, bref, la religion est au centre de la civilisation. Même si la société s'en écarte, elle en conserve des codes, des lois, des rites. Donc il est toujours intéressant de s'y pencher et de voir l'importance qu'on peut lui donner, même si c'est en creux. Et pour bien faire cette étape, je vous conseille donc de vous demander quelles sont les grandes civilisations ou les royaumes ? Y a-t-il eu des conflits majeurs ? Qui a besoin de quoi ? Comment s'effectue le commerce et pourquoi ? Qui possède les richesses ? Comment les événements historiques ont-ils façonné les relations politiques, économiques ou culturelles entre différents peuples ou espèces ? Y a-t-il une ou plusieurs religions ? Et quelle influence ont-elles sur votre société ? Grâce à ce genre de questionnement, vous donnerez une réelle profondeur à votre univers, en comprenant bien pourquoi les choses sont comme elles sont au début de votre histoire et comment ça impacte l'intrigue. J'ai bien envie de vous parler rapidement de Dune et de son world building à ce niveau-là. Dans cet univers, on a un système géopolitique hyper complexe, structuré autour d'un empire féodal, avec des rivalités entre maisons, une lutte pour le contrôle économique de l'épice, et de qui sera aux commandes de la guide spatiale qui en garantit la distribution. Là-dessus, on a la religion, avec ses aspects messianiques, spirituels, prophétiques, qui jouent un rôle central dans cette structure. La religion infuse partout, même au sommet de l'Empire, et elle a son but propre. Les Fremen, le Bene Gesserit et Paul Atreides lui-même utilisent la religion comme un outil politique, mais elle est aussi un aspect fondamental de la culture et de l'identité des peuples. Ce mélange entre géopolitique, histoire et religion donne à Dune un univers particulièrement riche et cohérent. Et c'est ce genre de choses que vous voulez retrouver, même si vous n'avez pas vocation à écrire un roman qui traite des mêmes sujets. Maintenant, passons à la suite. Étape 3, développer les environnements physiques. Ici, on se parle de richesse des sols, de présence de rivières, d'acquaintance avec la mer, de montagnes, de plateaux, tout ce qui rend votre univers palpable. Généralement, cette partie-là se fait assez facilement. Définissez, en gardant en tête ce que vous savez déjà, la forme que prend cet univers. S'il y a des continents ou s'il y a des pays uniquement, dessinez une carte. Peu importe si vous savez dessiner, on s'en fiche. Au pire, vous paierez quelqu'un pour le faire si vous souhaitez un travail professionnel lors de la publication de votre livre. Mais dessinez. Ça vous permettra de mettre à plat les frontières, la forme de votre monde et de vous repérer si jamais vos héros voyagent. Croyez-moi, c'est facile de se dire « je m'en souviendrai » et d'oublier le placement d'une province importante pendant l'écriture. Et quand vous la dessinez, et je vous dis ça humblement pour avoir moi-même fait l'erreur de ne pas y penser dès le début, vérifiez bien que les points cardinaux correspondent un minimum à notre monde. Vérifiez bien que les terres arides, que les climats nordiques, etc. soient facilement identifiables. Genre, le nord est en haut, c'est là qu'il fait froid, et le sud, c'est en bas, c'est là qu'il fait chaud. Vous pouvez vous en affranchir, bien sûr. Et au début, je l'ai fait, j'y ai pas réfléchi plus que ça, mais perso, je me suis rendu compte que ça posait souvent quelques problèmes de compréhension pour le lecteur, qui lui a l'habitude que le froid, c'est au nord, et le chaud au sud. Donc surtout, si vous débutez, je vous conseille de suivre cette loi naturelle toute simple. Imaginez
Si George R.R. Martin pour Game of Thrones avait mis le mur en bas à gauche et les terres sableuses en haut, ça aurait été un petit peu difficile de suivre tout ça sans carte. C'était suffisamment compliqué pour qu'il n'en rajoute pas. Et aussi, n'oubliez pas que le climat, justement, a une influence sur les réserves de nourriture, sur la manière de régir l'année, sur le fait que l'on est moins prêteur, moins cigale. Lorsque les hivers sont rudes, il faut prévoir. Alors que quand on a des récoltes tout au long de l'année, on a tendance à être un peu moins regardant. Tout ça, ça a une influence sur les manières de vivre, sur le physique aussi des individus. Sur les terres hostiles, par exemple, on aura quand même un peu plus de mal à trouver des gens en surpoids, quoi. Donc, pensez bien à cela aussi lorsque vous réfléchissez au placement des zones agricoles, de montagne, de désert, etc. Une fois que vous avez tracé les contours de votre univers, passons à l'étape 4. Étape 4, élaborer les systèmes sociaux et culturels. Cette partie-là dépend de ce que l'on vient de se dire. Si des frontières existent, c'est que les peuples se jugent différents. La diversité de vos cultures, leurs sociétés, leurs lois, leurs traditions vont rendre votre univers plus vivant, plus coloré et surtout mémorable pour le lecteur. En fonction de ce que vous aurez déjà élaboré en amont, vous verrez que certains sont plus proches que d'autres, qu'ils ont pu avoir une racine commune et avoir gardé des rites, une langue ou un art similaire, mais avec une ramification différente. Tout ça, c'est super intéressant à développer et quand vous le faites après avoir déterminé ce qu'on a déjà déterminé, vous verrez que certaines choses coulent de source. Donc, interrogez-les sur les systèmes de gouvernement. S'agit-il d'une monarchie, de démocratie, de théocratie, etc. Tous n'ont pas à être régis de la même manière. Cela dépend surtout, vous l'aurez compris, de leur histoire et de leur religion. Quelles sont les classes sociales, les rôles de genre, la hiérarchie sociale que l'on retrouve dans votre société? Quelles superstitions, quelles croyances? Est-ce que ce sont les mêmes en ville et dans les campagnes? Quels arts sont glorifiés? Quel type de littérature est autorisé? Quelle musique écoute-t-on? Quelle vie quotidienne vit-on? Pour continuer sur l'exemple de Dune, la vie quotidienne des Fremen est régie par le désert. C'est un lieu extrêmement dangereux où on risque sa vie tous les jours. La religion est présente, mais pas de la même manière chez tout le monde. Il y a une valeur forte de liberté de l'individu et donc là-dessus, on a des coutumes, un mode de vie qui en découle avec les pas dansés pour ne pas attirer le verre, une religion qui scinde un peu les individus, un rapport à l'eau et au vivre très précautionneux, un rapport aux émotions aussi qui est différent, vu qu'une larme peut être considérée comme une source d'eau potable. Là, vous voyez, il y a tout plein de détails à aller chercher. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que tout ait un sens, que tout soit cohérent, que tout ait une raison logique. Car une civilisation, et c'est un peu la théorie de l'évolution finalement, se concentre sur la vie et ce qui va permettre de garder la société, le groupe, en vie. Donc chaque rite, chaque système doit aller dans ce sens. Regardez ce qui est rare dans votre univers ou sur les terres du pays, regardez ce qui y est en opulence et voyez l'influence que ça peut avoir sur les petits gestes du quotidien. Et rien ne vous empêche de les regrouper, de voir les différences entre chaque peuple, la façon dont il gère l'eau, les vivres, dont il respire l'air ou voit un paysage. En gros, ces éléments permettent de créer une diversité de personnages et de situations, et ça enrichit l'expérience de lecture en offrant un monde où chaque coin a sa propre identité et une cohérence incroyable quand tout a une raison logique. Enfin, l'étape 5. Relier le monde à l'intrigue et aux personnages. C'est là où vous allez devoir trancher dans le lard de tout ce que vous avez créé. Je suis désolée, c'est une étape assez ingrate, mais votre lecteur vous remerciera. Je veux tout d'abord que vous réfléchissiez à cette phrase. Un bon world building ne doit pas exister indépendamment de l'histoire. Ça semble catégorique, mais c'est vraiment un truc que vous devez garder en tête. C'est ce que je vous disais au tout début. Évitez de détailler tout votre univers et concentrez-vous sur ce qui sert l'intrigue. Pour ce faire, je vous conseille de vous poser la question « Comment votre histoire
fait vivre votre univers? À cela, personnellement, je répondrais par la vie quotidienne, par le rang social des protagonistes, par leurs différences, par les thèmes que vous allez évoquer. Comment les aspects culturels ou géopolitiques influencent-ils les motivations des personnages? En quoi les règles du monde créent-elles des défis ou des opportunités pour eux? Comment l'environnement physique affecte-t-il l'intrigue? Par exemple, des conflits territoriaux, des quêtes liées à des lieux spécifiques, des traversées du désert. Comment pouvez-vous faire ressortir les petits détails de votre univers sans faire de descriptions longues et ennuyantes? Bref, il est temps de discerner ce qui a sa place ou non, ce dont vous allez pouvoir vous servir ou non lors du développement de votre narration. Mais ne vous appesantissez pas sur ce qui ne sert pas l'intrigue. Vous ne ferez que lasser le lecteur et briser le rythme de votre histoire. Vous devez chercher aussi à ce que le world building ait un impact direct sur le déroulement de l'histoire, afin qu'il ne soit pas juste un joli ruban autour de l'intrigue. Vous devez rechercher une cohérence entre le cadre, l'action et les personnages. Qu'est-ce qui fait que votre histoire se déroule dans ce monde? Pourquoi? En plus, faire ça vous permettra de caser plus de choses de votre world building et donc d'être un peu moins frustré à l'idée d'avoir passé autant de temps sur l'articulation de votre univers. D'une pierre, deux coups. Voilà donc pour les 5 étapes qui, selon moi, servent un world building riche et cohérent. C'est un travail long, difficile et qui demande un peu de logique, donc n'hésitez pas à vous faire aider par des gens qui s'y connaissent peut-être mieux que vous sur certains domaines. Je vous ai signalé au début de cet épisode que leur ordre avait son importance. Cela en a dans la réflexion, mais parfois on est bien d'accord, l'imagination fonctionne sans logique. Donc je vous encourage à repasser vos idées sous le regard de ces étapes afin de vérifier si c'est bien cohérent. Dernière chose, la notion du temps. Quand procéder à l'étape de world building? Alors, outre le fait que ça dépend de votre manière de faire, pour moi, il est toujours préférable de le faire en amont de l'écriture, même pour un jardinier et quitte à ajuster certaines choses durant l'écriture. Toutes les idées ne viendront peut-être pas en amont, mais il sera toujours mieux de connaître votre univers avant de vous lancer. Enfin, combien de temps devez-vous passer sur le world building? Encore une fois, ça dépend de votre capacité à créer, à étudier et vous renseigner sur les différentes notions que vous voudriez incorporer. Mais selon moi, on y passe toujours trop de temps. Donc perso, je dirais, dès que vous avez des bases suffisamment solides pour écrire le quotidien, le mode de vie et les enjeux de votre univers, vous n'avez plus besoin d'y passer beaucoup de temps. Des petites recherches par-ci par-là tout au plus, mais sinon, zou, c'est parti pour la suite. Ne vous perdez pas dans la création de votre univers. C'est le risque de tomber dans la procrastination active et de ne jamais commencer à écrire. Et aussi de vous lasser de votre propre monde. Et ça, c'est quand même dommage. Voilà, c'était un sujet très long, super intéressant à traiter et j'espère que vous y voyez un peu plus clair. Si cet épisode ou mon contenu en général vous aide dans votre écriture, faites-le moi savoir en m'offrant un café sur buymeacoffee.com/aécriture ou en m'envoyant un petit message sur Insta. Ça fait toujours plaisir d'avoir votre feedback et ça me permet de savoir que je ne parle pas toute seule. En tout cas, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas, comme toujours, à noter ce podcast sur votre appli d'écoute préférée. Sur ce, on se retrouve mercredi pour un prochain épisode. En attendant, c'était Isa d'Aécriture. Amour sur vous et écrivez bien.